Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Regarde d'ailleurs, votre émission d'actualité et d'échange. Ce soir nous sommes avec notre chroniqueuse Nada Ahmed Yanj. Bonsoir Nada. Bonsoir. Nous sommes avec notre rédacteur en chef Seydou Wan. Bonsoir Diadier. Ce soir, nous recevons également un nouvel invité. Il s'agit de Ousmane Sao, qui est docteur en géologie de la préhistoire, docteur en sociologie politique et qui est également président du cadre de concertation et de dialogue des Mauritaniens de la diaspora en France. Bonsoir, monsieur Sao. Bonsoir. Alors, pour commencer, nous allons d'abord découvrir qui est notre invité. La première question que je vais vous poser, c'est que représentez-vous? Est-ce que vous représentez un parti politique, un lobby, une association? Est-ce que vous pouvez vous décrire pour nos internautes et nos téléspectateurs? Merci tout d'abord et merci à Wan et à tous qui sont ici. Je les remercie et je profite de l'occasion pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux. Merci. 2020. Merci. Et Ousmane Sao est un citoyen mauritanien. Bien sûr, je suis président d'une association, cadre de concertation et de dialogue des Mauritaniens de la diaspora, mais je ne représente pas de parti et je ne représente pas de mouvement politique. Donc je suis un citoyen mauritanien qui s'intéresse à ce qui se passe en Mauritanie, qui a un point de vue peut-être et qui participe humblement comme tout un chacun. Nada va poser la question. Bonsoir Ousmane Sao. J'ai une petite question sur vos articles, notamment sur la forme. Donc, en lisant un certain article sur Internet publié par plusieurs médias mauritaniens, je me suis aperçu qu'il s'agit, j'ai l'impression, d'un plan, d'une séquence de cours pédagogiques, parce que des fois, vous définissez certaines notions, et puis on a des parties grand 1, grand 2. Un article, je crois qu'un article, c'est plutôt un ensemble de paragraphes argumentés pour exposer une idée ou une opinion, par exemple. Que répondez-vous à cette critique? Est-ce que ces articles ne manquent pas une certaine rigueur, peut-être? C'est possible que ça manque une certaine rigueur. C'est possible parce que moi, je mets un article pour que les gens puissent arriver à lire. Après, chacun donnera son point de vue. Si on publie quelque chose, c'est pour que les gens donnent leur point de vue sur cela. Donc, j'essaierai peut-être plus prochainement de faire attention à ce que vous avez dit. Mais je crois que souvent dans mes articles, quand j'essaie de dire certains mots, j'essaie d'expliquer, de dire les définitions qu'il y a pour la personne qui arrive à lire, puisse comprendre au moins là où je veux y aller. Parce que si je parle par exemple de démocratie participative, je sais que tout le monde, entre nous, on peut comprendre cela. Mais en Mauritanie ou bien ailleurs, est-ce que d'autres peuvent le voir? Mais je dis démocratie participative, c'est une démocratie à temps. Et puis je cite les personnes, donc je le dis ainsi. Après, je ne sais pas, on peut critiquer, hein, et puis on est là pour ça. C'est un choix personnel. C'est un choix, après... Pour les définitions, vous pouvez les mettre directement dans le développement. Je peux les mettre directement dans le développement, mais après, c'est que ça peut être un peu difficile à comprendre. Je suis tout juste parce que souvent, je mets des sujets, je mets des mots qui sont souvent compris autant pour moi par ces personnes-là. Mais en disant, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'expliquer définition. Comme vous dites, c'est pour moi pédagogique. Je suis un jeune chercheur mauritanien. J'essaye d'apporter ce que j'essaie d'expliquer les mots. Ce n'est pas mes mots, hein, ce sont des définitions reconnues dans les dictionnaires. Hein, ce n'est pas pour moi. Donc si c'était des choses que moi j'ai amenées, là ça peut poser problème. Mais c'est des mots que j'enlève moi des dictionnaires et je cite tel dictionnaire ou tel dictionnaire. D'accord, c'est d'où? Ok, merci pour cet éclaircissement, M. Sao. D'ailleurs, ce qu'il faut dire peut-être dès le début, que ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir ici quelqu'un qui est doublement docteur. Donc, tout à fait, M. Sao. Mais moi, ce que je voudrais, si possible, que vous nous éclairez, c'est sur votre parcours. Au début des années 2010, si je peux me permettre, si je peux m'exprimer ainsi, quand il y avait le recensement, vous étiez hebdomadairement devant l'ambassade de Mauritanie pour manifester, pour réclamer l'enrôlement pour tous les Mauritaniens, même ceux dont certaines personnes jugeaient qu'ils étaient exclus, d'où la création de mouvements comme Touche pas ma nationalité et autres. Aujourd'hui, vous êtes plutôt dans l'ambassade de la Mauritanie. Quelque chose a changé? Est-ce que vous êtes toujours amis, mais je veux dire surtout sur la même longueur d'onde que des personnes qui ont manifesté avec vous, comme je pense à Mariam Khan, je pense à Céline Niang, je pense à Mohamed Oussi par exemple?
Merci de poser cette question parce que c'est vrai que pour mon parcours, vous venez de le dire, j'ai fait des études ici en France, donc j'ai quitté la Mauritanie depuis 2004. Hein. Donc en 2010, j'ai pu soutenir une première thèse dans la géologie et tout ce qui est patrimoine culturel mauritanien, une deuxième thèse en 2014 en sociologie politique, dont l'organisation des unités sociopolitiques, culturelles et juridiques de la population mauritanienne. Mais si vous me posez les questions sur l'enrôlement, oui, je peux dire qu'en 2010, c'est pas en 2010, c'est plutôt vers les 2012-2013. Voilà. Oui, effectivement, j'ai été le porte-parole de la diaspora au niveau de l'enrôlement mauritanien. Mais ce qu'il faut savoir, on n'était pas affilié à aucun mouvement. On n'était ni de pas ma nationalité, ni dans un autre mouvement politique. C'était une question spontanée. Parce que moi, je le dis et je peux le dire aujourd'hui, je suis mauritanien. Je ne bénéficie pas de la double nationalité. Je n'ai pas de nationalité française, j'ai la nationalité mauritanienne. Avec un titre de séjour. Donc, si je sors de chez moi, la police française peut m'interpeller à tout moment, n'est-ce pas? Et pourtant, j'ai le choix de prendre la nationalité française, mais c'est un choix patriotique que j'ai fait, personnellement. Donc, si je sors, la police française m'interpelle, elle me demande mes papiers. Si elle me demande mes papiers, je sors ma carte de séjour. Donc, c'est cette carte de séjour qui fait que moi, je suis un étranger. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette carte est octroyée par les autorités françaises. Donc, l'enrôlement arrivé en France, on demande aux Mauritaniens comme moi, si vous voulez vous enrôler, avec tous les papiers mauritaniens que vous avez, vous ne pourrez pas vous enrôler si vous n'avez pas cette carte de séjour-là. Donc, personnellement, je suis touché par mon orgueil patriotique qui me dit, mais non, je ne peux pas, moi en France, je suis un étranger, je rentre dans mon ambassade parce que l'ambassade de Mauritanie est un territoire, est une portion du territoire mauritanien, n'est-ce pas? Tout le monde le sait. Je rentre dans mon ambassade, on me demande cette même carte de séjour qui est octroyée par les autorités françaises. Donc on s'est dit, avec d'autres, j'ai dit, bon voilà, il y a des milliers de Mauritaniens qui sont dans ce problème-là, y compris moi-même, donc je peux au moins le dire. Donc ce n'est pas un mouvement de refus ou un mouvement de dire non, non. C'est une déclaration de dire, ce pays-là, nous l'aimons, ce pays-là, nous appartenons à ce pays, voilà, et nous n'acceptons pas qu'on nous demande une carte de séjour dans notre pays. Alors, on a beaucoup de questions, on va vous demander d'être bref s'il vous plaît. Dans un article publié sur le site Kassataya, je vous cite, vous dites qu'en Mauritanie il y a un défi. Ce défi, ce serait le dépassement des frontières ethniques, linguistiques et culturelles. Aujourd'hui, étant donné que vous posez cela comme un défi, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'il ne faut pas, dans un premier temps, traiter les questions liées à la discrimination, au racisme, à l'esclavage, au passif humanitaire, avant de parler de dépassement des frontières, on va dire, ethniques, culturelles, sociologiques, etc. Et que proposez-vous en tant qu'intellectuel? Vous êtes dans la même longueur d'onde, parce que pour moi, dépasser les frontières, c'est de discuter des questions aussi qui intéressent les Mauritaniens. Alors, moi je ne l'ai pas compris comme ça. Je ne l'ai pas compris ainsi, parce que dépasser les frontières, pour moi, il ne s'agit pas seulement de discuter entre Mauritaniens. Discuter entre les Mauritaniens, ça en fait partie. C'est un élément. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Moi, je suis quelqu'un, j'ai dit il faut discuter. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui va pour la confrontation ou bien il faut y aller Je suis quelqu'un qui dit, bon, d'abord, il faut dépasser les frontières. Dépasser les frontières, il faut que les gens arrivent à se parler. Se voir regarder les yeux dans les yeux et poser les questions. Je suis d'accord. Tout ce que je dis bien et je le répéterai tout le temps, tout ce qui est dans l'intérêt de la Mauritanie, je suis preneur. Tout ce qui est dans l'intérêt des Mauritaniens, il faut discuter. Mais il faut savoir discuter. Il faut dépasser parce qu'il faut qu'on dépasse les frontières pour pouvoir se parler. Aujourd'hui, c'est parce que j'ai quitté chez moi pour vous rejoindre. Quelque part, j'ai dépassé les frontières de ma maison pour venir ici. C'est quelque chose aussi dans ce sens-là. Si on ne dépasse pas les frontières, si on ne se surpasse pas, on n'arrivera pas il y a déjà un dialogue en Mauritanie. Bon, après, il n'est pas forcément très, très avancé entre les différentes communautés. Il y a un dialogue en Mauritanie, il n'est pas avancé, mais il faut y aller, il faut essayer aussi parce qu'on s'améliore. Hein. Rien n'est venu en premier jour où on réglait les problèmes comme ça. Il y a toujours des difficultés, mais je crois au dialogue, je crois à la discussion entre Mauritaniens et une discussion franche. Alors je vais juste revenir sur la question de la démocratie en Mauritanie. Donc, alors, le 12 décembre, vous avez publié un article sur le site de Kassataya. Vous dites que suite à la découverte de pétrole et de gaz en Mauritanie, cela va permettre d'instaurer un véritable État démocratique en Mauritanie. Je dis bien véritable. Est-ce que, donc, selon vous, la Mauritanie aujourd'hui n'est pas un véritable État démocratique? Comme vous savez, la démocratie est un idéal.
tout le monde le sait. La démocratie est un idéal, on tend vers cet idéal-là. Donc on s'améliore tout le temps. Véritable, même en France, aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est un véritable État démocratique, avec ce qu'on entend, avec ce qu'on voit. Mais seulement, je dis un véritable État démocratique parce que je pense qu'on peut aller vers cela. Il y a toujours, parce qu'on dit, quoi que l'État fasse, il y aura toujours quelque chose qui reste. Parce que l'État fait des choses pour la population. Et il y a toujours des choses il faut améliorer. On le voit tout le temps. Donc dans les pays. Aujourd'hui, la Mauritanie est un État démocratique. Aujourd'hui, pour moi, avec ce que je vois. Pour quelle raison? Expliquez-nous. Pour quelle raison? Parce que comment on définit un pays démocratique? On définit un pays démocratique avec ses institutions. On définit un pays démocratique par les élections. On définit un pays démocratique par la stabilité qu'on a en fonction de ce qu'on a. Aujourd'hui, moi, d'autres le diront, moi c'est ma position. Je dirais qu'avec ce qu'on voit, on peut comparer la Mauritanie des années 2000, on peut comparer la Mauritanie des années 2000, je ne sais pas, l'année Taya et autre chose. On sait quand même qu'il y a quelques améliorations, il y a des choses qui arrivent, mais ce n'est pas suffisant. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est un État partiellement démocratique? Partiellement, moi je dirais que c'est un État démocratique qu'il faut améliorer. Un État démocratique qu'il faut améliorer, c'est votre point de vue. Je m'intéresse toujours à votre posture et puis à votre positionnement. Avant, vous faisiez partie quand même des personnes qu'on dit voilà, qui couvraient les élections de manière bénévole souvent. Lors de la dernière présidentielle, ce n'était pas du tout le cas. Vous avez fait élection, vous avez fait campagne pour Mohamed El Ghazouani. Et avant, je préciserai aussi que vous avez dit à un moment donné sur une chaîne africaine présente ici à Paris que vous faites partie de la mouvance présidentielle. Où est-ce que vous êtes aujourd'hui, Ousmane Saou? Merci, oui, parce que vous faites allusion à Africa 24 lorsque j'étais en face d'une Mauritanienne, une citoyenne mauritanienne, Madame Banor, et j'ai dit ouvertement que oui, avec ce qu'on voit actuellement, personnellement, je n'ai pas peur de le dire et je n'ai pas honte parce que je suis de la majorité présidentielle. Et je l'ai dit depuis des années. Et ce qui a fait que j'ai changé de position sur certaines choses. Donc je me suis dit, c'est vrai, j'ai participé aux élections en tant que membre du bureau de vote à Paris. Donc les élections législatives, j'étais vice-président du bureau, CENI. Et puis à un moment donné, j'ai dit peut-être qu'il faut peut-être évoluer, changer de position ou bien voir les choses autrement. Et je suis parti en Mauritanie faire les élections, où j'étais le porte-parole, conseiller en communication auprès du directeur de campagne, Niang Djibril, que je salue d'ailleurs, et je salue aussi tout ce qui était avec moi sur place. Donc ça m'a permis facilement de participer aux élections, de voir les choses de près. Est-ce qu'il s'agit d'un changement, d'une évolution, ou c'est un problème de cohérence? Parce que c'est la même majorité que vous combattiez il y a 7-8 ans, en 2012-2013, quand il y avait l'histoire de l'enrôlement. Et aujourd'hui, vous faites campagne pour ce même gouvernement qui n'arrive pas à régler le problème de l'enrôlement. Je vais vous dire, Donc c'est un problème de cohérence, ou est-ce que vous êtes... en fait, on ne voit pas de clarté, de cohérence dans votre démarche. Peut-être que vous ne voyez pas de cohérence dans ma démarche. Moi, je suis cohérent dans ce que je fais. Parce que je vous ai dit, je ne suis pas dans un parti politique, dans un mouvement politique. C'était une question de l'enrôlement. Votre engagement, il est politique. Non, ça c'est à moi de le déterminer parce que je connais mon engagement. Mais je vous laisse le dire. Mais mon engagement à moi, je connais que il n'est pas politique. Ça c'est à vous. Vous êtes libre de le dire. Mais moi, je suis prêt à dire que je ne suis pas. Non, monsieur Saou, il s'agit d'un constat. Quand vous êtes engagé, quand vous militez avec d'autres Mauritaniens pour avoir accès à certains droits, pour demander notamment l'enrôlement pour d'autres Mauritaniens, je suis désolé, vu la nature du combat que vous menez, c'est un combat politique que vous ne vouliez pas. C'est ça que je vous retorque la même question parce que en quoi un Mauritanien qui dit que j'ai le droit de m'enrôler est politique? En quoi? Parce qu'on cherche tout le temps à amener les gens vers des sujets politiques. Alors que de dire qu'il y a une... la question de l'enrôlement... La question de l'enrôlement a été politisée, que moi j'ai cherché, moi personnellement. Moi je parle à mon niveau. Si vous me laissez continuer, s'il vous plaît. Moi je parle à mon niveau. Moi je dis, parce qu'aujourd'hui personne. Il y a d'autres questions. Il y a les questions de l'esclavage. Il y a les questions, d'autres questions que les gens se posent. Qui sont peut-être des questions sociales, mais qu'on a voulu politiser dans un sens. Mais moi j'ai dit... L'enrôlement est une question nationale, c'est une question qui concerne tous les Mauritaniens. Donc, ce n'est pas parce qu'on est du pouvoir qu'on ne devrait pas en parler. Ce n'est pas parce qu'on est de l'opposition uniquement. Il faut qu'on essaie. Oui, non, mais il faut qu'on évite, et je le dis ouvertement, il faut qu'on évite souvent
c'est ce qui va encourager peut-être, même quand on est du pouvoir ou de l'opposition, de se parler des sujets d'intérêt commun. Ça, c'est important. Alors, on va rester dans le même registre parce qu'on a beaucoup de questions. Essayez d'être bref, s'il vous plaît. Oui. Récemment, le député des Mauritaniens de la diaspora, M. Issa Diawara, a rencontré M. Razouani, qui s'est rendu en France, où il a rencontré le président français Emmanuel Macron dans le cadre de la réunion du G5 Sahel. Lors de cet entretien, alors je n'étais pas présent, nous n'étions pas présents. Moi aussi. On vous rapporte uniquement ce qui est paru sur Internet. Le président Razouani s'est engagé, par exemple, à régler le problème la question de la double nationalité, la question des visas pour les Mauritaniens qui se rendent en Mauritanie, les gens qui n'ont pas forcément des papiers mauritaniens, qui sont d'origine mauritanienne, qui veulent se rendre là-bas, la question de l'enrôlement avec la création de conseils dans les différentes wilayas de la Mauritanie. Quel est votre regard par rapport justement à ces propositions-là? Est-ce que vous pensez que le problème pourra être réglé à l'avenir? Oui, moi je suis optimiste, hein. Je suis toujours dans la même logique des choses. Si le député des Mauritaniens... Et d'où vient cet optimisme? C'est votre proximité avec le pouvoir? Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas... Parce que moi je prends un engagement. Parce que si vous voyez bien le programme du président Razouani à l'époque, c'est pas... Programme trop vague, trop général. Peut-être, vous pouvez le dire. Moi je suis d'accord. Vous savez, moi je suis pour la discussion, je suis pour l'échange entre les personnes. Si vous me dites que c'est un programme vague, je vous dirai non. Parce que j'étais en Mauritanie, j'ai lu le programme. J'ai participé à la sensibilisation, voilà, mais moi je le lis en profondeur parce que j'ai participé à la sensibilisation de la population mauritanienne sur cette question. Donc, contrairement, vaguement, vous pouvez lire, mais moi j'ai été dans la profondeur des choses. J'ai participé. Merci de lire mais nous l'avons pas vaguement lu, le programme. Mais je suis tenu à lire parce que je suis conseiller auprès du directeur de campagne. Donc, je suis tenu à lire et de comprendre clairement ce qui se dit dedans. Donc, c'est des engagements. Il s'est engagé, le président Razouani s'est engagé. C'est pas des promesses ou c'est un engagement. Donc s'il dit aujourd'hui, il a rencontré le Issa, un ami que je connais très bien, qui est le député des Mauritaniens de l'extérieur. Mais s'il ne rencontre pas Issa, il va rencontrer qui, à mon avis? Parce que c'est quand même à cette étape précis aussi. Je continue tout juste. Vous me laissez parler aussi quelque part. J'aimerais bien aussi placer, parce que je sais. Mais il faut vraiment être clair sur cette question. Donc les problèmes posés par le député, c'est la double nationalité. Le problème posé par le député, vous venez de le dire. Donc le président s'est engagé, mais soyons optimistes et disons oui, et pourquoi pas, parce que ça fait des années et des années qu'on a des promesses et qu'on n'a rien derrière. Mais c'est des engagements. Je vous ai dit, ce ne sont pas des promesses. Ça se voit que vous n'avez pas lu le programme du président. Donc c'est des engagements, ce n'est pas des promesses. Oui, mais c'est ça. Les engagements ça n'engage que ce qu'ils disent. Je suis d'accord, mais je fais confiance et je suis optimiste. Très bien, alors, monsieur Sao, on a bien compris votre point de vue, mais je vais juste rectifier certains propos. Pour le moment, en Mauritanie, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un pouvoir qui était là depuis quelques années. Il y a quand même une élection récemment, enfin il y a quelques mois, donc il s'agit d'un nouveau gouvernement. Au moins, c'est la forme. Il ne faut pas confondre les choses. Mais je n'ai pas dit, Nada, je n'ai pas dit que... Je n'ai rien dit de tout ça, hein, franchement. Il n'y a pas... Vous voulez me mettre... Oui, c'était des précisions, Nada, que j'accepte, mais je n'ai jamais dit ça. Non, je parle de vos propos de manière générale, donc je ne vois pas d'incohérence dans vos propos, évidemment, par rapport au gouvernement actuel. Donc j'ai une autre question, donc je reviens toujours sur votre regard, donc vos tentatives de réflexion. Donc, je vous rappelle que récemment, il y a eu une conférence des oulémas en Mauritanie concernant le problème du terrorisme en Afrique. Ces oulémas, je vais dire, ces religieux qui étaient là depuis des années et qui essayaient de nourrir une idéologie orthodoxe de l'islam, aujourd'hui sont en train de nous dire, nous, on est là, on va lutter contre le terrorisme au Sahel. Quelle est votre réflexion par rapport à la proposition? Alors aujourd'hui, depuis des années, on ne les entend pas sur les problèmes et les conflits ethniques en Mauritanie, la place de la femme en Mauritanie. Il y a énormément de questions. Est-ce que ceux qui depuis longtemps nourrissaient cette idéologie orthodoxe aujourd'hui peuvent proposer des propositions vraiment concrètes pour lutter contre le terrorisme au Sahel? Vous savez, le Sahel, c'est un fléau. Ce qui se passe au Sahel, surtout le terrorisme. Donc aujourd'hui, ce qui se passe au Mali, dans cette zone, dans cet endroit, nous savons tous que nous vivons des situations très difficiles, voire même chaotiques. Et qu'aujourd'hui, si les oulémas, ce ne sont pas que des oulémas mauritaniens, donc ça s'est passé précisément le 21 janvier 2020.
D'ailleurs, cette rencontre a été rehaussée par la présence du président de la République qui est venu personnellement participer à avec son discours. Il a appelé les oulémas à prendre la situation en main. Pourquoi? Parce qu'on a compris une chose, que ce qui se passe dans le Sahel, c'est l'obscurantisme. Ce n'est pas l'islam, ce n'est pas ce que notre conception, nous avons de l'islam. L'islam, c'est la tolérance. L'islam, c'est la compréhension de l'autre. L'islam, c'est le dialogue, c'est la discussion. Donc, si des oulémas, que ce soit africains, sénégalais, d'ailleurs, la famille de Cheikh Baïnias, y ont participé, et d'autres au Mali et d'autres ailleurs sont venus participer, ce ne sont pas que les Mauritaniens. Et pour la première fois, des oulémas mauritaniens, parce que je sais à quoi vous faites allusion, vous savez, il y a toujours... il faut séparer les bonnes choses et les mauvaises choses, hein? N'est-ce pas? Comment? Non, mais ils sont là depuis... voilà, oui, bon. Mais ils sont là depuis des années. Ils sont là depuis des années, vous savez, comme vous dites, nous sommes... dénoncer vous avez dit qu'on a changé. Vous venez de le dire, Nada. Oui. Vous venez de dire qu'on a changé, on n'est plus dans le même... on est dans une autre situation, dans un autre régime, on est dans un autre regard. Donc peut-être qu'avec cette nouveauté ou cette situation, ça nous permet peut-être, ça a donné des ailes aux oulémas, ça a donné des ailes aux écrivains mauritaniens, ça a donné des ailes aux députés mauritaniens pour essayer peut-être d'apporter quelque chose de nouveau. Mais peut-être c'est comme ça. Est-ce qu'ils sont en mesure de les faire? Est-ce qu'ils sont en mesure de les faire selon vous? Est-ce qu'ils sont en mesure de proposer? Ils sont en mesure de proposer. Parce que, tu sais, vous savez, excusez-moi de vous tutoyer souvent, vous savez que quand on est spécialiste de quelque chose, on a des oulémas, la Mauritanie est reconnue comme étant quand même un pays où les érudits mauritaniens sont reconnus mondialement, il faut le dire, parce que c'est le pays des Elfchar, comme on dit, les 1000 poètes comme ça. Et puis dans un sens ou dans l'autre, les Mauritaniens ont quelque chose à dire. En même temps, la Mauritanie est acteur de la situation. Donc si les oulémas mauritaniens, pour une fois, arrivent à discuter, appeler les autres, à venir discuter sur des questions qui peuvent intéresser tout le monde et d'appeler les gens, écoutez, ce qui se passe dans le Sahel, ce n'est pas l'islam. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il faut savoir, l'islam que nous avons, nous, est une religion où nous prenons, surtout en Mauritanie, nous prenons un autre regard. Nous prenons l'enseignement, nous prenons un peu le regard plus profond de la situation. Parce que pour moi, c'est un couloir vers Dieu. Ce n'est pas un couloir pour les autres. Donc les autres veulent comment on dit, nous parasiter, mais nous refusons. Et c'est pour cela qu'ils... Nous tous contre le monde entier, les autres. L'enfer, c'est les autres. Hein. C'est très facile d'accuser les autres. Mais je me pose quand même toujours la question, en même temps qu'au Canada, c'est que des gens qu'on a peu ou pas du tout entendus sur le détournement, sur la gabegie, sur la pauvreté, sur beaucoup de sujets. La corruption. Se réveille un bon jour pour nous dire qu'ils vont lutter contre le terrorisme. Vous y croyez si vous voulez, c'est votre droit le plus absolu, mais on vous laisse à votre croyance. Merci, mais je ne peux pas laisser passer ce point parce que ce n'est pas une croyance. Moi, je parle de la religion musulmane, je ne parle pas de moi personnellement. C'est un point de vue parce que vous m'avez posé. Il faut que je réponde parce que du tac au tac, on parle du terrorisme et on parle de l'utilité de la rencontre à Nouakchott. Maintenant, ce que les gens feront d'eux, s'ils sont corrompus ou pas, c'est entre eux et eux-mêmes. Et moi, je dis ce que je vois de ce qui se passe. Moi, je suis là, j'observe, j'analyse la situation et je me garde de juger les gens. Oui. On a compris votre point de vue. On a compris vos points de vue. Il va poser une question. Alors, parlons un peu des langues. Comment dire récemment, en Mauritanie, il y a eu un lever de bouclier, donc c'était du temps de Mohamed Abdelaziz, contre le discours de haine. Récemment, le président du Parlement mauritanien a tenté d'interdire aux gens de s'exprimer en français. En tout cas, ça allait un peu dans ce sens. Quel est votre regard, Ousmane Saou, vous, qui, je rappelle quand même, est un intellectuel mauritanien, a étudié aussi bien en français qu'en arabe, et vous êtes la preuve, s'il en faut, que c'est une richesse, tout ça. Quel est votre regard quand on essaie d'interdire une certaine langue, quand d'autres Mauritaniens ne réclamaient pas autre chose que de s'exprimer dans plusieurs langues? Je trouve ça, personnellement, en tant que, si vous dites intellectuel mauritanien ouvert, je trouve ça un peu regrettable. Voilà, regrettable, parce que pour moi, une langue n'a pas de frontières.
il faut la parler, parce que pour moi, le français, l'arabe, le pulaar, l'anglais, le chinois, c'est des langues d'ouverture où tout Mauritanien ou tout citoyen doit pouvoir la parler parce que je suis content quand j'entends un Mauritanien parler chinois. Je suis content quand j'entends un Mauritanien parler français, un Mauritanien parler arabe, un Mauritanien parler peul, sonique et wolof. Après, maintenant, ce qu'il faut savoir, le président, je crois que, et je le dis ouvertement, le président de l'Assemblée n'a pas cette carrière pour être président de l'Assemblée. Je le dis ouvertement. Juste une précision. Le Gourmand dit que l'une des tares, en tout cas selon son jugement, c'est que Abdelaziz nous a laissé des institutions, en tout cas qu'il n'a pas jugé à la hauteur, et Cheikh Oulbaya fait partie de ces institutions, en tout cas incarne ces institutions, à savoir la présidence de l'Assemblée. C'est votre point de vue? Vous savez, c'est pas mon point de vue dans un sens où, parce que moi je regarde les choses dans un autre sens. Le Gourmand a sa lecture des choses qui est peut-être politique, parce que c'est un membre d'un parti politique. Moi j'ai ma lecture d'une autre chose. Parce que pour moi, la représentation nationale, c'est un sacerdoce. C'est quelque chose de beaucoup plus sensé. Ça ne se limite pas, parce que je trouve qu'à l'Assemblée nationale, on a autre chose à parler que de parler, tu ne parles pas en français, que tu ne parles pas en arabe, que tu ne parles pas en anglais ou ceci ou cela. On a d'autres sujets, parce que nous avons des représentants du peuple sur place qui représentent le peuple mauritanien. On aimerait les entendre sur des sujets d'actualité, sur des sujets... Oui, mais il faut bien une langue pour que les gens puissent se communiquer. Je suis d'accord, mais je trouve que c'est pas à ce niveau qu'il faut en parler. À l'Assemblée nationale, le débat est ouvert. Quand le débat est ouvert, moi je parle dans la langue à laquelle je me sens le mieux. Donc si je parle en français, Oulbaya, ironie du soir, il a répondu en français. Donc effectivement, ce monsieur est bourré de contradictions. Voilà. Donc dans un sens, je crois qu'il faut peut-être, ça c'est mon point de vue personnel, refaçonner ou revoir un peu cette constitution, cette situation où on dit aux gens parler en arabe, parler en français, c'est cela, parce que moi je veux voir, franchement, et ça c'est le citoyen mauritanien qui parle, il faut s'ouvrir, il faut, parce que le président de la République est parti au Mali, il a parlé en français. Le président de la République est parti c'est aussi parce qu'il sait, en parlant en français, il parle avec des gens qui comprennent le français. Donc dans un sens où je trouve que vraiment, il faut qu'on dépasse, et ça fait partie de ce que je dis, sortir un peu des limites de nos frontières. Est-ce que ce ne serait pas un moyen aussi d'exclure les négro-mauritaniens? Parce qu'on lit un peu tout aujourd'hui. Si c'est un moyen, c'est un moyen qui voue à l'échec. Parce que les langues, en fait, ce sont des outils de travaux. Oui. En réalité, il y a des choses plus intéressantes sur lesquelles les parlementaires pourraient débattre au sein de l'hémicycle. Sauf qu'aujourd'hui, on a tout un bruit pour savoir quelle langue utiliser. Oui. Et le président s'appuyait d'ailleurs sur le règlement de l'Assemblée nationale. Oui, le règlement, je crois l'article 61 du règlement de l'Assemblée nationale parle de cela. Mais je trouve que c'est ça 61, ce n'est pas article 1, c'est pas article 2, c'est pas article 3, c'est 61. Donc oui, ça alors, fait que quand même Monsieur Sao, alors j'ai bien comme votre point de vue, mais j'ai une question. Voilà, vous êtes en intellectuel mauritanien, vous avez mené plusieurs tentatives de réflexion sur des sujets de société. Oui. Mais pourquoi vous en faites pas sur la place de la femme dans la société mauritanienne? Et surtout sur la fin de la polygamie. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous écoute. Oui, c'est une très bonne question et vous êtes acteur, vous êtes là et vous savez de quoi je parle. Parce qu'ici, en France, si vous vous souvenez bien, on avait organisé une journée de la femme mauritanienne. Vous étiez une des animatrices. Exactement, je me suis et vous avez même eu un sujet là-dessus. Là, je parle des écrits, là. Voilà, non, c'est pour vous dire, parce que si vous dites pourquoi on n'en parle pas, c'est pour vous dire qu'on en parle. Vous avez présenté vous-même, parce que c'est notre association qui vous a présenté et qui vous a proposé pour parler de ce sujet, et vous avez brillamment répondu à ces questions-là. Donc aujourd'hui, et pourtant on en parle. La question de la femme mauritanienne est une question cruciale. Il faut en parler, il faut en discuter. Après, maintenant, moi, je ne peux pas tout le temps parler de cette question parce que j'ai d'autres questions aussi sur lesquelles il faut. J'en ai parlé. On a organisé des journées de la femme mauritanienne. On a même primé les femmes mauritaniennes qui sont reconnues comme actives. On les a primées pour montrer vraiment que c'était des femmes qu'il faut encourager. Et donc, nous sommes dans la même logique. Donc, dire que j'en parle pas, j'en parle. Peut-être que ce n'est pas suffisant. Oui, prochainement, j'essaierai d'en faire mieux. Mais est-ce que vous êtes pour ou contre la fin de la polygamie en Mauritanie? Vous n'avez pas à répondre à ma question. Pour ou contre, je ne suis pas d'accord. Pour moi, je suis pas. Au stade où je me trouve, je refuse de répondre sur une question pour ou contre.
parce que je trouve ça un peu... Parce que il y a des Vous réalités... êtes un homme féministe. Oui, pourquoi pas. Je suis un féministe, je suis un féministe, oui. Je reconnais la place de la femme telle qu'elle. Et Après, il y a des pour vous, sujets... c'est quoi le féminisme? Pour moi, le féminisme, c'est donner Donc, à la si vous êtes femme un la homme place féministe, vous qu'elle devez réclame. répondre à cette C'est sa question. place. Elle a une place. C'est ma mère, c'est la sœur, c'est le grand Donc frère, c'est la donc copine. C'est pas l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Oui, c'est sa place. Si je parle de la place, c'est l'égalité des droits, l'égalité des salaires. Il faut que les gens comprennent que... attends, on vit en France. Moi, je vis en France depuis des années. Je vois un peu comment ça se passe. Dans nos laboratoires, nous vivons avec des femmes qui sont plus Mais compétentes que vous nous. refusez, ça, Donc, vous nous reconnaissons. refusez de répondre à ma question. Donc, vous êtes pour ou contre la Moi, polygamie en Non, je ne peux Mauritanie? pas dire que je suis contre ou pour. Moi, je ne ferai pas C'est de un polygame. Moi, je suis obstacle pas, majeur, en tout cas, quand moi, même. je ne suis pas polygame. Maintenant, aux autres de décider. Bon, on a compris. Moi, je ne suis pas C'est une vraie polygame. problématique quand C'est même. une réelle problématique. en Je crois que Mauritanie. oui, parce que ça se réfère On est à au une autre. 21e Je crois siècle, qu'il hein. faut reposer le débat pour voir la polygamie dans quel sens, parce que ce qu'on voit dans les communautés, on voit... Comment? Hein? Proposer autrement, c'est de voir, parce qu'on voit aujourd'hui des pères de famille qui sont polygames sans pour autant avoir les moyens de subvenir aux C'est pas besoins. une question de moyens, c'est une question de droit. C'est une question de droit, mais certains hommes, c'est une question de moyens je pense aussi. que- je pense qu'on aura l'occasion de revenir effectivement sur Oui, ce- mais on peut en parler sur- parce sur que ce j'ai sujet-là, pas... parce qu'il y a beaucoup de, Oui, de, mais de points Pour vous dire seulement... religieux, politiques, Pour vous dire seulement que je n'ai aucun d'autres problème. réalités qu'on ne prenne pas en compte. Donc c'est lui à poser la Oui, mais attendez, pour vous dire seulement que je n'ai aucun problème avec cette question et j'y répondrai volontiers, franchement. D'accord. Seydou. Ok. Mais soyez pragmatique quand même. Je suis pragmatique, Nada. Vous êtes journaliste, vous savez de quoi je parle. Alors, parlons en tout cas de vos articles et puis surtout de la paix au Sahel. Le président Ghazouani a dit qu'une bataille a été perdue. Aujourd'hui, on apprend que la ministre des Armées françaises, Florence Parly, promet que 600 soldats français vont être déployés dans cette zone, dans le Sahel. Quelle est votre analyse dessus? Est-ce que les États ont vraiment failli? Je pense que c'est le cas. Mais est-ce que c'est pas triste d'en arriver là? C'est-à-dire que ces États, pour assurer leur existence même, pour assurer leur paix, doivent recourir à la France ou à d'autres puissances étrangères. Si Une vous forme dites- de néocolonialisme, on va dire. les gens vont le dire, c'est une forme de néocolonialisme. Les gens peuvent le voir ainsi. Si notre armée était, nos armées du Sahel étaient assez fortes et puissantes pour parer à toutes les éventualités. Et ça, c'est le contraire. Et tout le monde le prouve aujourd'hui. Donc le G5 Sahel a été créé en 2014 par l'impulsion de la Mauritanie, le Tchad, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ils sont au Sénégal. Et sans le Sénégal. Pour des raisons peut-être que moi, vous pouvez peut-être expliquer que moi, j'arrive pas à Le expliquer Sénégal n'est dans un peut-être sens. pas Non, forcément je laisse concerné l'explication. par... Je sais pas. Peut-être parce que l'armée sénégalaise peut participer à... Parce qu'on parle quand même de la sécurisation de la zone. Et puis c'est peut-être important que la Mauritanie aujourd'hui a des bonnes relations avec le Sénégal et dans tout cela. Mais revenons un peu à la question. Essayez d'être bref, on n'a pas beaucoup de temps, Si c'est la bon. France, parce que c'est une puissance, la France est une puissance qu'on le dise, qu'on le veuille ou pas. Aujourd'hui, nos armées ont montré leurs limites. Peut-être sauf la Mauritanie qui est un exemple un peu, et je touche du bois pour que la situation continue dans ce sens-là. Parce que pour le moment, la Mauritanie n'a jamais été touchée par la question, ou bien a été touchée, mais d'une manière un peu... Si on compare la Mauritanie au Mali, on voit qu'il y a quand même des longueurs de différence entre les deux pays. Mais ce qu'il faut savoir, pour moi, que la France vienne, c'est une bonne chose. Les gens vont me dire, oui, c'est du néocolonialisme. Non. Alors, comment Oui, est-ce je que vous partage parfaitement votre point de vue. On ne Alors, peut comment pas parler d'un nouveau Comment est-ce que vous le justifiez? néocolonialisme. Comment il faut le justifier? Parce que la France est une puissance. Mm. La France a les moyens militaires et de sécurité. La France a les moyens de renseignement. La France a les militaires qu'il faut parce qu'ils ont fait venir quand même des soldats pour... Et il faut pas oublier, Mais au ce moment de la... Ce qui Je est finis tout paradoxal, juste. c'est que la France demande l'aide des États-Unis aussi Oui, pour assurer la oui, sécurité. oui, mais c'est parce que ce sont des puissances. Pourtant, la France n'a pas demandé l'aide du... Je sais pas quel pays. La France n'a pas demandé l'aide de la Gambie. Oui. Pourquoi? Oui, c'est Parce logique, qu'elle sait hein. que la Gambie n'a pas les moyens de... La France n'a pas demandé l'aide du... Non, la France est venue parce qu'elle avait un devoir. Au moment où les terroristes, parce que je déteste le mot islamiste, au moment où les terroristes sont venus au Mali, ils avaient une direction, c'est d'aller à Bamako.
Et à cet instant, aucune armée africaine dans cette zone ne pouvait survenir ou bien ne pouvait arrêter cette marche-là. Et la France a intervenu parce qu'ils avaient des militaires qui étaient, je crois, au Gabon, il y en a qui étaient peut-être au Sénégal, d'autres étaient... ils ont intervenu et ils ont bloqué net cette progression-là. Ça aurait été cette progression, ça aurait été cette intervention, je crois qu'aujourd'hui, le Mali deviendrait quoi? Donc, pour moi, c'est une bonne chose. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est de redéfinir les accords. C'est de redéfinir le regard que les gens ont. Je crois qu'il faut sensibiliser les Mauritaniens et sensibiliser la population. De toute façon, face à cette question de terrorisme, les soldats en Afrique ne peuvent pas l'affronter seuls. Il faudra absolument une grande puissance internationale pour les aider. Je suis d'accord. Parce qu'on est quand même dans un monde mondialisé, c'est très problématique. Les terroristes, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils sont mobiles. C'est des gens, c'est pas une armée conventionnelle. C'est des gens qui tapent là et puis ils prennent leur moto, ils vont à 20, 30, 40 km et tout de suite ils sortent. Bon, mais même avec la France, ils ont des problèmes. Vous voyez des soldats français mourir. On va passer à la prochaine question, mais on peut noter quand même que la France est aussi là pour protéger ses intérêts, notamment l'uranium au Niger et les gisements d'or au Mali. Et ça concerne... C'est une réalité. Ça, ce n'est plus la question de la France, ça c'est la question des Africains. Oui. Ça ne concerne pas la France. C'était ça ma question au fond, c'était quelle sera la rançon à payer pour ces pays, en tout cas qui vont recourir à ces pays. L'exploitation de l'uranium. Je pense que voilà, vous avez répondu à votre façon. Ma question suivante, à savoir, ce serait quand même dommage de recevoir un chercheur et de ne pas parler de sa recherche. Alors, quel est l'état de l'art? J'ai envie de vous dire de façon générale, c'est pas moi, et de la préhistoire en Mauritanie. Et de la géologie également. Oui, la recherche en Mauritanie, pour moi, dans mon cadre, moi je dis qu'elle se porte bien. Parce que je suis dans une unité de recherche mixte dont je parle surtout de tout ce qui est préhistoire de la Mauritanie, la reconstitution des paléo-environnements de la Mauritanie, ça veut dire l'environnement des hommes préhistoriques. Ce qu'il faut savoir que la Mauritanie, dans cette étude, au niveau de ma thèse d'ailleurs, où je parle du Gelber Richard que vous connaissez, qui se trouve dans l'Adrar mauritanien, donc qui date du Crétacé entre 99 145 milliards d'années, et je dis bien. Et ce sont que les gens appellent l'œil de l'Afrique, que vous voyez souvent, qui fait 40 km de diamètre, que j'ai étudié, mais je n'ai pas étudié la géologie dans ce sens-là. J'ai plus étudié la reconstitution de l'environnement des hommes préhistoriques qui étaient autour du Gelber Richard, à savoir les outils préhistoriques qu'ils utilisaient, à savoir les couches des sédiments qu'ils utilisaient. À partir de là, j'essayais de les dater. Et en les datant, je pouvais reconstruire dans les sédiments, je trouvais des grains de pollen et j'ai daté ces grains de pollen. Et je trouvais des datations assez anciennes qui vont jusqu'à 800 000 ans. Alors, qui étaient les habitants de la Mauritanie anciennement? On les appelait anciennement, c'est des hommes préhistoriques. À cet instant, la Mauritanie n'existait pas. Donc, c'était tout juste des Mauritaniens, des hommes préhistoriques qui étaient, à ce que je vois, parce qu'il faut aussi faire la part des choses. C'est ce qu'on trouve dans d'autres zones. Et ce qu'il faut savoir, dans l'Adrar mauritanien, on a trouvé des échantillons comme de l'éléphant, de l'antilope. On a trouvé du crocodile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour moi qu'il y avait de l'eau dans le désert mauritanien. Aujourd'hui, on a trouvé des pollens qui datent de 400, 500, 600, 700 000 ans. Donc, alors, je vais poser une question. On reste dans le même registre. Ce que vous avez fait, on va se recentrer sur vous. Vous êtes président du cadre de concertation des Mauritaniens de la diaspora, qui est une association. Alors, depuis sa création, qu'est-ce que cette association a pu mettre en place pour les Mauritaniens? Quel est le bilan en fait? Je ne sais pas si je peux faire un bilan d'une association. Dites-nous quand même les réalisations. Il y a eu des réalisations dans le cadre des associations. Parce que nous, ce qu'il faut savoir, c'est un cadre de concertation et de dialogue. C'est pas les Mauritaniens de la diaspora. Nous faisons des journées de réflexion en dehors de tout ce qu'il y a, des débats d'actualité, par exemple. Et puis des livres. On a la journée du livre mauritanien qu'on avait organisée il y a un an, qu'on va encore organiser pour cette année. Maintenant, ici, il ne reste qu'à préciser la date. D'ailleurs, je vous inviterai et je vous demanderai même d'y participer activement. On vous remercie. Voilà. Donc, et nous préparons, nous avons aussi fait des accords avec d'autres associations comme l'Institut Mandela qui travaille plus sur tout ce qui est le défi sécuritaire en Afrique. On a travaillé avec d'autres fondations et puis ça fait que nous sommes plus dans la réflexion, nous sommes plus dans l'écriture des choses, nous ne sommes pas dans des activités. Je suis désolé, je vais vous interrompre. Vous avez parlé de l'Institut Mandela. Est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine du prix qui a été
décerné à Mohamed Abdelaziz comme le prix Mandela, dont je réclame la famille de Mandela, je précise la famille de Mandela, refuse l'utilisation de son nom par cet institut. Vous savez, l'Institut Mandela, ils ont un conseil d'administration. Ce conseil d'administration, je ne suis pas membre du conseil d'administration. Donc il y a des sujets qu'ils mettent sur place. Il y a des présidents, on propose Macron, ils ont proposé Idriss Déby, ils ont proposé d'autres présidents, Mohamed Abdelaziz. Donc moi je dis, pourquoi pas? Je ne suis pas être à l'origine de quelque chose, c'est quoi? C'est de dire s'il faut proposer un président. Moi, je suis mauritanien. Moi, je suis pas du principe. Alors, en fait, je sais que quoi dans cet institut? je ne suis pas membre de l'institut. On a un accord, je suis ami. On a un accord où nous travaillons ensemble sur tout ce qui est sécurité. Maintenant, la question s'est posée. Pour savoir. En quelle qualité? En qualité de chercheur En qualité de président d'association. Et nous travaillons, parce que notre association, c'est pas moi, c'est l'association cadre de concertation des langues qui travaille avec l'Institut Mandela. Alors, la famille de Mandela refuse l'utilisation de ce nom. Je ne suis pas Institut Mandela. Peut-être vous poserez la question au président de l'Institut Mandela qui pourra répondre à cette question. D'accord. Nous vous remercions d'être venu ici, M. Sao. Je vous remercie de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons prochainement pour un nouveau numéro de Regard d'ailleurs. Merci à vous. Merci.